La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. – 11h04 sur Alichin 3. Madame, monsieur, bonjour, Saha, Aïdkoum, bonne fête à tous les Algériens, Saïd al-Adha, avec un football magazine consacré une première partie à l'équipe nationale. Eh bien oui, on attend la liste, on va la connaître cette liste ce dimanche, conférence de presse de Petkovic. Mais bon, la liste, on a déjà les joueurs, il suffisait de planter une tente à l'aéroport Walid Boumedienne à attendre les joueurs qui passent et vous avez les joueurs qui ont été retenus. Mais pourquoi ce retard? On va vous l'expliquer avec notre consultant Mourad Wardi. 2 matchs pour l'Algérie, mardi prochain. Premier match face à la Hollande, aux Pays-Bas, et puis il y aura la Bolivie. L'importance de ces 2 matchs avec Hamza Rahmouni. On retrouvera un joueur de l'équipe nationale, lui, il sera présent au mondial, il sera aux États-Unis. Il s'agit de Hadjem. C'est l'ambition du 11 national sur ce retour sur la scène mondiale, mais également, qu'est-ce qu'il attend, lui, personnellement, de ce mondial. On est content. Il se qualifie pour le mondial, mais doit-on se contenter simplement de la qualification? Parce que quand on regarde de près, 80% des joueurs n'ont pas été formés par les clubs algériens. Contrairement par exemple au Sénégal, 100% des joueurs formés par les clubs sénégalais. L'obligation, c'est d'inverser à travers ces pourcentages, d'inverser la tendance pour revenir à un football national capable de former. Seul club formateur, le Paradou Athletic Club. C'est historique. Eh bien oui, Temouchant jouera pour la première fois de son histoire en Ligue 1. Est-ce qu'ils vont pouvoir se maintenir? Quelle est l'ambition de Temouchant? C'est un reportage signé Hamza Rahmouni. On ira à la découverte du meilleur buteur de la Ligue 2, Konaté, qui a été, bien évidemment, qui était au Chababriadi de Belouizdad et qui a atterri à l'US Chaouia, meilleur buteur du groupe Centre-Est. Et puis le portrait mais celui qui a été élu meilleur entraîneur de la Ligue 1, l'entraîneur de Benaïknoun, Mounir Zardoud. Voilà, vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 12h. 11h06 sur Alger 3, je vous le disais, on l'attend cette liste. Les Argentins l'ont donnée hier. Les Autrichiens, il y a une semaine ou 4-5 jours, concernant notre équipe nationale, il faudra attendre ce dimanche. Et la conférence de presse de l'entraîneur national, Petkovic. Bien évidemment, ceux qui étaient à l'aéroport, et vous avez pu lire, on a pu comprendre, décrypter, reconnaître les joueurs. Donc on a la liste des joueurs qui ont été retenus. Mais qui va être écarté? Pourquoi tout ce temps-là? La réponse avec Mourad Wardi. Mourad, bonjour. Sahaïdik. Bonjour, Sahaïdik. On va essayer d'améliorer la communication, s'il vous plaît. On va essayer de... Alors attendez, on coupe, on va améliorer la communication parce que la qualité de la communication n'est pas très bonne avec Mourad Wardi qui va lui nous dire pourquoi ce retard, comment est-ce qu'il l'explique, pourquoi on a préféré attendre du côté du 11 national, du côté du staff technique, la communication de Petkovic. Il a préféré prendre sûrement tout le temps nécessaire avant de rendre publique la liste des joueurs retenus. Certains seront écartés bien évidemment de cette liste puisque je rappelle, il y a 28 joueurs qui ont été retenus par l'entraîneur national, 5 gardiens de but, des noms qu'on ne retrouve pas, par exemple, Punjah Ben Nasser, qui n'ont pas été retenus pour ce mondial. Il est avec nous, Mourad Wardi, je rappelle, qui va nous décrypter l'attitude ou la communication de l'entraîneur national. Mourad Wardi, avant de le retrouver, peut-être qu'on va aller sur les mains. Il est avec nous, Mourad Wardi. Mourad Wardi, rebonjour, Sahaïdik. Bonjour, à toi et à tous ceux qui tournent autour de cette émission et à tous ceux qui nous écoutent. Sahaïdik. Mourad Wardi, l'Argentine a rendu public hier la liste des joueurs retenus pour le mondial et on voit qu'on retrouve des joueurs tels que Messi, ça sera son dernier mondial, Alvarez également. L'Autriche a rendu public également la liste des joueurs retenus. Nous, ça sera ce dimanche. Comment est-ce que pourquoi ce retard selon vous? Vous devez savoir que
le sélectionneur n'a pas un manque de vision. Hein. Je crois, dans sa tête, il a un groupe, il a une équipe, mais maintenant, comme vous le savez, en fin de saison, beaucoup de paramètres viennent se greffer dans le choix du sélectionneur pour des options pratiquement tactiques ou une vision de jeu claire qui peut peut-être faire défaut s'il a tout de suite donné ses joueurs qui vont commencer, qui vont aller faire cette Coupe du Monde. Donc je crois que ce n'est pas forcément illogique. Moi, je dirais au contraire, dans le football moderne, beaucoup de sélectionneurs gardent volontairement une liste ouverte jusqu'au dernier jour, surtout avant une Coupe du Monde. Plusieurs paramètres évoluent très vite, comme les blessures, la forme physique, le rythme de la compétition, l'état mental et l'équilibre tactique. Donc je crois que Petković, il a des points d'interrogation, comme vous le savez et tout le monde le sait. Aujourd'hui, avec 5 gardiens de but, donc ça veut dire qu'il a un petit casse-tête déjà dans le poste de gardien de but. Donc je crois que c'est logique. Il a encore du temps pour donner pratiquement l'effectif qui va faire cette Coupe du Monde. Très bien, vous l'avez dit, casse-tête sur le poste de gardien de but. Vous avez été surpris par la sélection de Ramadan, gardien de but du Mouloudia d'Alger? Bon, surpris, je crois qu'aujourd'hui, on ne s'est pas penché réellement dans ce poste qui est très important. Hein. On a vu défiler beaucoup de noms depuis belle lurette, mais on ne s'est pas fixé sur les gardiens qui peuvent être, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui et demain, parce que la gestion, c'est une prévention, il faut prévoir. Donc je crois que c'est dans cette option que Ramadan a été appelé. Alors à ce moment-là, il n'y a pas, si vous permettez, Mouradouri, il n'y a pas que Ramadan. À ce moment-là, il y a Belhazoug également. Oui. Mansil également qui a été retenu également. C'est dans cette perspective. Mansil, Bambot et bien sûr Lucas Zidane. Très bien. Mais... Donc sur ces 5, et comme vous le savez, il y a quelque part une blessure qui est venue se greffer dans cette liste, hein, de Lucas Zidane, de Mastil, de certains gardiens de but. Donc il est dans l'obligation de les voir de très près, de voir comment ils réagissent. On est bien loin de l'époque où Mboulahi avait gardé les buts de l'équipe nationale sur quasiment 15 ans, de Mahdi Serbah, Allah yarahmou, sur quasiment 15 ans, Nasser Drid également, l'Arbi. Il y avait beaucoup, l'Arbi, et tant d'autres, Bentala. Oui, Bentala également, qui était Amara également, qui a fait partie de cette sélection. Hicham Mezaïr également, qui a fait partie. Alors on remonte à Abrouk, on remonte à Nassou et tant d'autres gardiens qui ont gardé. Oushan, Saïd Oushan, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu des générations de gardiens. Aujourd'hui, on est en difficulté sur ce poste-là. Je voudrais revenir également. Est-ce que vous avez été surpris par la non-sélection de Ben Nasser et de Bounjah? Surpris quand on voit un petit peu la malchance qui a frappé un peu Ben Nasser. Hein. On ne peut pas lui enlever le mérite d'être... Jamais, moi, hein. Jamais. Oui, le mérite d'être pour moi un des meilleurs, sinon le meilleur milieu de terrain qu'a connu le football national. Mais maintenant, vous savez, dans le monde du football, il y a des imprévus, comme des blessures, le manque de compétition. Maintenant, on ne va pas aller dans une Coupe du Monde avec, bien sûr, ce sentiment d'avoir laissé quelqu'un qui a fait peut-être un long parcours avec cette équipe nationale et au final, il ne participe pas à une Coupe du Monde. Oui, tout joueur veut participer à une Coupe du Monde. C'est la dure réalité. C'est la dure réalité du sport. C'est la dure réalité du football. Bien sûr, le football, il est ainsi fait. Le sport, il est ainsi fait. C'est la forme du moment. C'est ce qu'il peut donner aujourd'hui. C'est vrai qu'il a tant donné, mais maintenant, c'est ça le hasard. Le hasard, il fait parfois des choses... on attend à
à finaliser notre parcours avec une participation en Coupe du Monde, mais parfois, il y a des fois des gens qui sont pas chanceux et d'autres qui viennent en dernière minute, ils se voient sélectionnés en équipe nationale. C'est la dure réalité. À une Coupe du Monde. Et c'est ça la loi du football. Sa blessure l'a éloigné des terrains, manque de rythme, il est revenu, il a connu une saison compliquée. Alors, Bounjah, on pensait qu'il a fait partie ces derniers temps des sélections de Petkovic et voilà qu'il n'est pas retenu pour le mondial. Oui, même chose pour lui. Hein. Son expérience est énorme, on doit le dire. Je crois que Petkovic semble vouloir préparer une transition avec des profils plus mobiles, plus adaptés à son choix. Je crois que sur le plan offensif, il a d'autres façons de voir cette phase offensive avec des noms un peu plus mobiles, plus jeunes, plus performants, plus volontaires, peut-être ils vont pour montrer leur capacité et c'est encore un autre choix qui est venu pour écarter un joueur qui a lui aussi tant donné à cette équipe nationale et qui voulait, et c'est légitime d'être parmi le choix de Petkovic, mais maintenant il y a un choix qui est fait. C'est le choix du coach. Le seul et unique responsable, c'est celui qui a les rênes de cette équipe nationale. Par contre, là où j'ai été étonné, c'est Gijmas, de le retrouver. Redjmus, voilà, le nom c'est toujours très compliqué à prononcer. Redjmus, voilà, pour ne pas écorcher son nom. On n'a pas encore, comment dirais-je... On n'a pas pris l'habitude, c'est comme il n'est pas... Tant qu'il n'a pas encore trop joué, on n'a pas encore... J'ai été étonné de sa sélection. Mais une fois en équipe nationale, peut-être on va s'habituer à dire Redjmus. Ça, c'est la petite surprise de Petkovic? Ah, la surprise, non, il l'a déjà appelé. Ouais, mais il a jamais été titulaire, il a toujours été remplaçant, des fois il ne figurait pas. Un petit peu, il lui a donné des bouts de vraiment. Maintenant, il a son idée là-dessus. Oui, étonné peut-être, parce que déjà dans ce poste, je crois qu'il y a trois potentiels joueurs qui peuvent être dans ce côté-là. Donc, je crois que oui, j'étais un peu étonné. Oui, pour aller encore être beaucoup plus précis, c'est Kebal qui est resté sur le carreau. Oui, malgré... une belle saison avec le Paris Football Club. Très belle saison avec le Paris Football Club. Malgré une forme extraordinaire, présent dans tous les matchs avec son club. Je crois lui aussi, il a été, comment dirais-je, c'est un choix peut-être tactique, c'est un choix collectif, parce qu'il y a l'individuel, il faut penser à un assemblage collectif. Donc peut-être il ne rentrait pas dans les registres de Petkovic, par son jeu, peut-être par ça, je ne sais pas. Peut-être c'est le choix de l'entraîneur. Dans un esprit collectif. Hein. Très bien, c'est le choix de l'entraîneur. Eh bien, merci. Concernant la liste, on attendra ce dimanche. Mourad Ouardi, on vous retrouvera tout à l'heure sur la qualification des U17. On va parler formation avec vous, Mourad Ouardi. Je rappelle, on reste avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé dans les sélections des jeunes, notamment. Vous avez été également entraîneur de l'équipe première. Vous avez été entraîneur également de l'équipe olympique. Alors maintenant, on va rester avec notre équipe nationale. Il y a un match ce mardi. Ça sera la Hollande, première confrontation contre les Pays-Bas, suivi de la Bolivie. Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour, 2 matchs amicaux pour effectuer les derniers réglages avant d'affronter l'Argentine lors du premier match de la Coupe du Monde. Pour Vladimir Petkovic, il est important de bien entamer le début de la compétition face aux champions du monde en titre. Un point commun entre la Bolivie et l'Uruguay, adversaire des Verts au mois de mars dernier, reste la rigueur tactique selon les spécialistes. Un point important qui permet ainsi à l'Algérie d'en tirer les enseignements nécessaires. Houssine Achiou souligne l'importance de ces 2 matchs du mois de juin, notamment la Bolivie. C'est très important, juste avant la Coupe du Monde. Je pense que le timing il est parfait. Un match le 3 contre les Pays-Bas, l'autre match, c'est le 10 contre la Bolivie. Donc, une équipe européenne, une équipe sud-américaine. Nous, on a l'Autriche et on a l'Argentine. Voilà, on a joué l'Uruguay qui a un football un peu qui se ressemble à l'Argentine. Football de haut niveau, très agressif, avec une grande intensité. On s'en est pas mal sorti.
Là, l'entraîneur, il va faire les derniers réglages sur le plan collectif. Et voilà, les joueurs individuellement, ils vont se situer. Ces deux matchs, ils viennent juste à temps. Surtout le deuxième match qui est sur place. Déjà, les joueurs, ils vont se mettre dans l'ambiance de la Coupe du Monde avec une équipe très coriace, très agressive, la Bolivie. Inch'Allah, on n'aura pas de blessés sur ces deux matchs. Pour Tawfiq Quraishi, les deux matchs interviennent au bon moment, de réputation pour avoir une idée sur le visage que va probablement démontrer notre sélection nationale en Coupe du Monde. Je pense qu'à quelques jours du début de la compétition, les deux matchs de préparation, je dirais, c'est pas des matchs. On peut pas parler de matchs amicaux, c'est des matchs de préparation de la Coupe du Monde. Et le choix, je pense que c'est un bon choix, le fait de choisir un pays européen et un autre pays de l'Amérique du Sud, qui est la Bolivie. Donc le match de la Hollande et de la Bolivie, c'est des vrais matchs test pour connaître exactement la valeur de notre équipe nationale par rapport à ces deux sélections. Donc le niveau de la Bolivie se rapproche un petit peu de celui de l'Argentine, de la Hollande peut-être un petit peu avec celui de l'Autriche. Je pense que c'est un bon choix. Tout le monde sait qu'en fin de saison, les joueurs ils ont mis le paquet dans leur club sur le plan physique, mais tout le monde est presque au même pied d'égalité par rapport aux autres sélections. On connaîtra vraiment le vrai visage de l'équipe nationale qu'on attend au niveau de ce mondial. Après ces deux matchs de la Hollande et de la Bolivie, à partir de là, on peut avoir une idée sur ce que notre équipe nationale est capable de réaliser durant cette Coupe du Monde. Si la Bolivie, qui a échoué à se qualifier en Coupe du Monde, est classée à la 76e place au classement FIFA, les Pays-Bas de Ronald Koeman occupent la 7e place mondiale et se présenteront avec des stars mondiales telles que Van Dijk, De Jong, Cody Gakpo, Dumfries et Memphis Depay. De quoi permettre aux joueurs algériens de se frotter à des joueurs de haut niveau. Les stars hollandaises pour préparer le face-à-face avec Léo Messi, Lautaro Martinez et les autres stars argentines. Alvarez, tout à fait, et autres stars argentines, alors que le collectif, c'est pour préparer l'Autriche, dont les styles de jeu se ressemblent, comme l'annonce Houssine Achou. Donc on va jouer les Pays-Bas, une équipe de très haut niveau. Voilà, pour préparer l'Autriche. Je pense que l'Autriche, ces dernières années, elle est vraiment une équipe très coriace, de haut niveau. Donc on va préparer cette équipe avec ce match des Pays-Bas. Et il faut signaler que l'Autriche occupe la 24e place au classement mondial. Les spécialistes sont ainsi unanimes, il faudra en tirer profit au maximum de ces deux matchs amicaux pour essayer de corriger les lacunes constatées lors du quart de finale de la dernière CAN face au Nigeria. Où l'Algérie avait été battue 2-0. On est passé à côté de notre sujet. On s'était raté contre le Nigeria, qui aurait pu constituer un match référence, d'autant plus que juste avant, on avait éliminé la République démocratique du Congo. L'équipe nationale, on reste avec l'équipe nationale. Hamza Rahmouni, vous étiez cette fin de semaine à Sidi Moussa, à la rencontre des joueurs, et vous avez rencontré notamment un joueur, Hadjam, qui s'était blessé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et qui revient, qui a été retenu par l'entraîneur national Petkovic. Alors, bien évidemment, les questions ont tourné autour de la Coupe du Monde, collectivement, le retour de l'Algérie, mais également l'ambition du 11 national et son ambition. C'est une interview réalisée par Hamza Rahmouni. Je me sens très bien, ouais. J'ai vécu une grosse blessure. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait en sorte de revenir à mon meilleur niveau, ma meilleure forme. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est dans cette forme-là que je me sens. Et je me sens vraiment bien avant d'aborder cette compétition. Joanne, le mondial approche. L'Algérie qui reste sur deux phases finales de Coupe du Monde ratées, 2018-2022. Avant ça, il y avait le huitième de finale au Brésil en 2014. Et entre-temps, il y a eu cette CAN remportée en 2019. C'est avec quel statut que l'Algérie va se présenter en Coupe du Monde? Aujourd'hui, il y a une nouvelle vague de joueurs, même s'il y en a quelques-uns qui étaient justement à ces époques, en 2014, 2019, etc. Donc, un statut de, je ne vais pas dire d'outsider parce qu'on a un très bon groupe. Maintenant, il ne faut pas se voir plus beau qu'on est. Comme vous dites, hein, ça fait 2 qualifications où on passe au travers. Donc, il faut y aller avec toute l'humilité possible, bien travailler, bien se préparer et
y aller avec les crocs surtout, vouloir montrer que voilà, aujourd'hui l'Algérie c'est une grosse nation du football africain et on a envie de le démontrer pendant cette Coupe du Monde. Pensez-vous que la sélection nationale a des chances de passer au second tour? Nous c'est notre objectif, que ce soit premier, deuxième, en tout cas passer ce premier tour cette phase de groupe. Peu importe contre qui on va prendre les points, que ce soit l'Argentine, la Jordanie ou l'Autriche. Moi personnellement, j'ai peur de personne dans ce groupe. Voilà, il y a une très grosse nation, bien sûr, l'Argentine tenant du titre. Mais je pense que si on y va avec nos forces, nos qualités, avec un bon plan de jeu que le coach va mettre en place, on a toutes les possibilités, c'est-à-dire les 3 points. Contre l'Autriche et la Jordanie, pareil, ça va être des matchs disputés. On peut croire que la Jordanie, ça va être un match plus facile, mais on les a vus, que ça soit à la Coupe arabe ou même dans certains matchs amicaux. Donc ça va être, je pense, 3 gros matchs qu'il faudra aborder pas de la même façon, avec des plans bien sûr différents, mais avec la même envie et aller chercher cette qualification, bien sûr. L'Algérie affrontera l'Autriche lors du premier tour. Les Algériens parlent de revanche après l'épisode malheureux de la Coupe du Monde 1982. Est-ce qu'entre vous, joueurs, vous parlez de revanche? Entre guillemets, il y a ce qui s'est passé justement en 82, ça reste dans l'histoire, ça reste dans les mémoires. Maintenant, moi personnellement, j'étais pas né. Je l'ai pas vécu et je pense que la plupart des joueurs du groupe non plus, on l'a pas vécu. Mais si ça peut nous rajouter on va dire une motivation supplémentaire, on va prendre ça de ce sens-là. Donc non, ça peut que de toute façon nous pousser à faire plus et à être encore plus déterminés quand on va jouer contre l'Autriche. Vous allez affronter pour le premier match l'Argentine, champion du monde en titre. Il y aura en face de vous les joueurs des stars mondiales, Lautaro Martinez, Léo Messi. Pour vous les joueurs, qu'est-ce que ça fait d'affronter ce genre de joueurs? Est-ce que l'exemple de l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine lors du dernier mondial peut vous motiver pour créer la surprise? Pourquoi pas, comme on l'a fait d'ailleurs en 1982 face à l'Allemagne? Ah, bien sûr, vous avez pris un bon exemple. Match d'ouverture, ils les ont surpris. Tout le monde était surpris d'ailleurs de cette victoire de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, je pense qu'on peut que s'en inspirer. Vous avez parlé de jouer contre des stars mondiales. Chacun, je pense, dans l'équipe nationale a eu l'occasion de jouer ces matchs-là, que ce soit en Ligue des Champions ou dans leurs championnats respectifs. Voilà, c'est toujours une motivation en plus de se dire qu'on joue contre les meilleurs du monde. Et là, pour le coup, c'est vraiment le cas. C'est les champions du monde en titre. Il y a toujours cette motivation, se dire que voilà, c'est eux les tenants du titre et qu'on a envie de faire encore plus. Donc ça va être un bon match. De toute façon, tout le monde sera motivé. Celui qui n'est pas motivé, c'est qu'il n'aime pas le foot. Et non, j'espère qu'on va faire un gros match, Inch'Allah. Vous allez affronter les Pays-Bas, deuxième gros test après l'Uruguay. Comment se présente ce match amical? Je sais pas c'est quoi le classement FIFA, mais je pense que la Hollande, ils sont devant l'Uruguay. C'est une grosse nation du football européen. Ouais, donc ça va être un bon gros test. Et je pense que c'est le test le plus compliqué avant cette Coupe du Monde. Mais on en a besoin pour se situer un petit peu, voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on doit encore monter le curseur ou est-ce qu'on sera bien? Certes, c'est 2 matchs amicaux où il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais la préparation, elle est importante et le fait de bien entamer ces matchs, donc ça va bien nous préparer pour justement, avec le tenant du titre qu'on va entamer à la Coupe du Monde. Donc c'est important de bien se focus sur ces 2 matchs-là. Est-ce que le manque d'expérience peut jouer un mauvais tour à la sélection nationale dans cette Coupe du Monde? Il y a beaucoup pour qui ça sera la première Coupe du Monde. Il y a le facteur aussi talent qui va jouer et je pense que ce facteur-là, il est important. On a une belle génération, on est bien encadré avec des anciens joueurs aussi. C'est ça qui va être important. Avoir une bonne cohésion de groupe, que ça soit en dehors du terrain mais aussi sur le terrain. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Et si on arrive à maintenir ça et à le montrer, donc je pense qu'on sera performant. Parfois vous êtes aligné seul sur le côté gauche, parfois vous êtes aligné en compagnie d'un Alain Aït-Nouri un peu plus avancé, d'autres fois vous êtes aligné sur le côté droit pour pallier à certaines défections. Est-ce que cela ne vous met pas en déséquilibre sur le terrain? J'ai cette qualité où je peux être polyvalent et être performant à plusieurs postes. Quand le sélectionneur il fait appel à moi, peu importe où il met, bien sûr j'ai un poste de prédilection qui est latéral gauche, mais peu importe où il met, je réponds présent et j'essaie d'être le plus performant possible. On sait pourquoi on joue, c'est pour la sélection, pour le pays. Donc voilà, encore une fois, je l'ai dit juste avant, c'est vraiment une bonne chose que je puisse être aussi polyvalent pour l'équipe. Moi, peu importe où je joue, tant que je suis sur le terrain, et je suis content d'y être. Un dernier message au peuple algérien pour l'Aïd.
Ça aide comme à tout le peuple algérien. Profitez de vos familles, c'est important. Voilà, qu'Allah accepte notre jeûne pour ceux qui jeûnent, qu'Allah accepte votre hajj même pour ceux qui sont là-bas au hajj et Tahiyat Jazair. Alors, vous étiez à Sidi Moussa Hamza Rahmouni. Vous avez eu Hadjam, pour l'interviewer. Comment vous l'avez trouvé? C'est un joueur Hors interview. très motivé. C'est un joueur qui est très motivé, très concentré, très calme, serein, peu bavard. C'est quelqu'un qui, c'est un joueur qui, on sent que c'est un joueur qui a un objectif dans sa tête. Il va en Coupe du Monde, c'est une première, c'est le rêve de tout joueur. Vous avez senti capable, on a une équipe, d'après ce que vous avez discuté, vous sentez ces joueurs-là capables de réaliser un coup? Parce qu'une victoire et on passe au second tour, il faut le rappeler. Oui, avec le nouveau format de compétition, on peut passer comme premier, deuxième ou même parmi les meilleurs troisième. Donc, premier match, le 17 juin. Contre l'Argentine. C'est des joueurs qui sont très motivés pour se ressaisir, notamment après l'élimination durant la dernière CAN, mais également pour faire mieux. On sent que les joueurs veulent franchir une étape par rapport à l'étape de 2014, à savoir le 8e de finale. Historique donc pour le football national. C'est vrai, les Argentins, eux, ils sont avertis, puisque leur liste, on la connaît déjà, il a été publié, rendu public hier. Eh bien, ils vont vouloir surtout ne pas vivre ce qu'ils ont vécu au dernier mondial, mais avec une issue heureuse, où ils avaient été battus par l'Arabie Saoudite, alors qu'ils menaient 1-0 à la mi-temps, renversement de situation, 2-1. Je rappelle également le match, le Cameroun qui avait fait un super parcours. 1990. Ils avaient battu l'Argentine, champion du monde de 86. Très bien. Les matchs d'ouverture, ça réussit pas très bien aux Argentins contre des équipes entre guillemets présumées plus faibles. Mais on verra cette fois-ci si ça va se confirmer. Jamais 203. Alors, un coup de théâtre est toujours possible. Et ça sera également le dernier mondial pour Lionel Messi. L'Algérie a déjà joué contre l'Argentine, c'était à Barcelone. 4-3 alors qu'on était mené 4-0. En 2007. Voilà, 2007, je me souviens très bien. On était mené 4-1. 4-1, renversement de situation en deuxième mi-temps. Avec un grand Nadir Belhadj. Belhadj qui avait fait un super match. Voilà, ça nous permet de rendre hommage également à Nadir Belhadj et à cette génération. Merci Hamza Rahmouni. On va rester avec nos sélections. On va parler des U17. Dès qu'on parle de cette tranche d'âge, sur une tranche d'âge, on ne réussit pas sur le continent africain. Et pourquoi? Vous allez me dire. Parce que juste à titre de rappel, moi je me souviens d'une formidable génération qui avait participé au mondial junior au Japon. Mais à l'époque, la formation était le credo de nos clubs, à savoir former. Vous aviez des équipes qui formaient des joueurs. Je ne vais pas toutes les citer, mais ça venait d'un peu partout. Vous aviez les traditionnels Asmo, Kuba, le NED, l'Entente de Sétif, le CRB. Ça venait des différents clubs du Moudia d'Alger également, avec une génération tout à fait exceptionnelle. Et puis on a baissé en matière de formation. Alors aujourd'hui, on est dans le creux de la vague. On peut être fier des U17. Ils ont réussi à se qualifier. Oui, c'est très bien. On est content pour eux. Mais dans le même temps, sur les 26 joueurs, 15 ont été formés à l'étranger. 11 dans le championnat national. Et si je regarde encore de plus près, il doit y avoir 3 ou 4 joueurs du Paradou Athletic Club, qui reste le club formateur numéro 1. Après, sur les 11 rentrants, ça c'est un autre débat. Mais retenons ce chiffre. 15 joueurs formés à l'étranger. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la formation, eh bien, c'est notre point faible. C'est là où on doit travailler. Dans le même temps, je rappelle les orientations du président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit, pour les entreprises, pour les clubs bénéficiant d'entreprises publiques, il ne s'agit pas juste de donner de l'argent pour réaliser un résultat dans l'immédiat, mais surtout d'investir. Et d'investir dans quoi? Dans un centre de formation. Le centre d'entraînement, c'est très bien, mais un centre de formation, la formation, c'est l'avenir du football national. Et on va justement, sur cet axe-là, retrouver Jafar Meddour, qui revient sur la qualification et sur la formation dans les jeunes catégories.
Le principal a été réalisé par l'entraîneur Emin Rimouz et ses joueurs. Ce que l'on retiendra, c'est la satisfaction de retrouver le mondial de la catégorie des moins de 17 ans après l'édition de 2009 au Nigeria. Chez les jeunes, l'Algérie est peu présente à la CAN et encore moins au mondial. Les moins de 17 ans ont participé à seulement 2 compétitions continentales en 2009 et 2023, 2 éditions organisées chez nous en Algérie. En 2021, il y avait eu qualification, mais en raison de la crise sanitaire, le tournoi avait été annulé. Cette absence concerne l'ensemble des jeunes catégories, avec comme dernier fait d'armes la qualification aux Jeux Olympiques de 2016 au Brésil via la 3e place à la CAN des moins de 23 ans au Sénégal. Mais alors, pourquoi l'Algérie est si peu présente chez les juvéniles en Afrique et qu'est-ce que représentent les jeunes catégories pour notre football? Normalement, ces sélections sont le fruit de travail effectué au niveau des clubs. Mohamed Lasset, ancien sélectionneur des moins de 17 ans et finaliste de la Coupe arabe U20 en 2021. Maintenant, on ne travaille pas, on n'est pas à la hauteur de fournir au moins 5-6 éléments de bon niveau pour les sélections. Pour former, c'est simple. Avant tout, il faut avoir un cadre agréable, un terrain d'infrastructure, une petite salle de musculation, un cabinet médical, un staff technique spécialisé par âge, puisque le travail qui se fait en U17, c'est pas le même qui se fait. Donc des formateurs spécialisés, des médecins pour les jeunes. Vous connaissez qu'il y a la croissance, il y a l'adolescence, il y a des étapes d'enfance. Les psychologues doivent être présents. Des dirigeants éduqués, un terrain, des moyens de récupération, des travail au moins consacrer un petit pourcentage de ce budget pour investir au niveau des jeunes, leur mettre à leur disposition des infrastructures adéquates, organiser un championnat, le médiatiser. Après tout ça, c'est le rôle des directions techniques régionales, wilaya et directions techniques nationales. On ne travaille pas, une phrase qui revient souvent dans le football et le sport algérien. Alors comment expliquer cette absence de formation, ce manque de volonté? Est-ce que les clubs jouent le jeu? Avons-nous les moyens matériels et humains pour former, monsieur Lasset? On n'a pas une organisation, une structure, un plan de développement pour ces jeunes catégories. Quand j'étais à la DTN entre 2021 et 2024, on faisait des sorties au niveau des clubs. Il n'y a pas plus de 2 à 3 clubs en U17 qui ont le terrain complet. Alors vous imaginez un U17 qui ne touche pas un terrain complet, qui fait pas plus de 4 séances par semaine, et la séance ne dépasse pas 60 minutes. Il y a beaucoup d'entraîneurs algériens, il y a des entraîneurs CAF A, CAF Pro, des conseillers, des TSS. La formation en Algérie, ça a existé. Mais ces derniers temps, ces dernières décennies, il y a une différence entre un entraîneur et un formateur. On n'a jamais fait, à n'importe quel niveau, fédéral, ligue régionale, ligue wilaya ou même des instituts, on n'a jamais fait une formation, un recyclage ou une journée spécialisée dans la formation. Donc, on a des entraîneurs. Parmi eux, je me trouve comme entraîneur, mais on n'est pas formateur. Le métier de formateur est spécifique. Les clubs en majorité se focalisent sur l'équipe A en minimisant l'importance des jeunes catégories, mis à part le Paradou qui fait office de véritable oasis dans le désert, base sa politique sportive sur la formation. 3 joueurs de l'académie étaient dans le groupe de la CAN des moins de 17 ans, dont Yassine Abed, auteur d'un doublé contre l'Afrique du Sud et passeur face au Ghana. Ce qui nous lance cette question, que doit-on attendre des jeunes sélections dans les compétitions internationales? S'il y a résultat en plus de la manière, c'est très bien. Joël Craé, éducateur belge, responsable des jeunes catégories du Paradou. Maintenant, quand vous allez dans une compétition avec des U17, là, bien entendu, qu'on recherche la manière, parce que ça fait partie de leur formation aussi de participer, de jouer contre des équipes avec une autre culture. Mais là, il y a un niveau de performance et un niveau de résultat qui doit suivre, bien entendu, parce que là, on participe à une CAN, un championnat du monde. Là, bien sûr qu'on va avec l'ambition de gagner un maximum de matchs, mais tout en respectant les qualités du jeu prôné par la Fédération d'Algérie dans un système bien précis, avec des principes de jeu bien précis. Alors je crois qu'à cet âge-là, surtout à partir de U17, on est là aussi pour leur inculquer la notion tactique sur un terrain de football. Quel que soit le système de jeu dans lequel on joue, les joueurs doivent maîtriser le niveau et le sens tactique devient très très important pour pouvoir faire progresser les joueurs, parce qu'après les U17 vont aller en U19, de U19 ils vont passer
passer en U20, il y en a certains qui vont jouer chez les seniors. Donc la rigueur tactique à cet âge-là devient un point de travail dans la formation. Rami Benzbaini, Hicham Boudaoui, Adil Boulbina ou encore Nadir Benbouali seront probablement, en attendant la liste de ce dimanche, de l'aventure du mondial aux États-Unis. 4 joueurs qui étaient au Paradou en jeune catégorie, sans oublier Youssef Attal qui avait participé aux éliminatoires. C'est donc un exemple à suivre et pour la rentabilité sportive et pécuniaire, formez aujourd'hui et vous serez récompensé et payé après-demain. Très bien. Ça, c'est le constat qui est fait. Mourad Wardi, quand on regarde le Sénégal, toujours présent sur cette tranche d'âge, 100% de joueurs formés au Sénégal, alors que nous, 15 joueurs venant, formés à l'étranger. Comment inverser cette tendance? On a écouté la 7, on a écouté le formateur du Paradou Athletic Club. Qu'est-ce que vous dites, vous? Tout d'abord, permettez-moi de saluer le travail fait par le sélectionneur Rimouz. Il a raccommodé une équipe. C'est pas facile d'assembler un puzzle en dernière minute avec des, entre parenthèses, quelques joueurs locaux et des joueurs qui viennent en dernière minute se mettre dans la partie. C'est une bonne réussite, donc je dois le saluer parce que il y a beaucoup de gens qui critiquent les entraîneurs et qui ne voient pas la politique jusqu'à l'heure tracée par une institution qui s'appelle la Fédération algérienne de football. À chaque fois, même s'il y a défaite, c'est bien de se remettre en cause, mais aujourd'hui il y a qualification et encore une fois on se remet en cause. Bien sûr, parce que, comme l'a souligné la 7, je crois que c'est un problème avant qu'il soit un problème infrastructure, encadrement, c'est une volonté de faire. Et la volonté de faire, elle vient ni de moi, ni de la 7, ni de Rimouz. Elle vient des politiques tracées. Aujourd'hui, on veut aller vers l'image seulement et on... Je suis désolé, il y a une orientation. Mourad Wardi, constamment. Mourad Wardi, quand vous dites les politiques, moi je suis désolé, quand j'entends l'orientation donnée par le premier magistrat du pays en direction en matière de football, en disant les clubs bénéficiant d'entreprises publiques doivent investir sur les centres de formation pour former les footballeurs de demain et que ça tarde à voir le jour, la politique, les orientations sont là. Maintenant reste l'application. Moi, je parle de la politique de la fédération. Mais reste l'application. L'État, elle a tout donné pour que le football algérien se met en avant. Elle a donné des infrastructures. Il n'y a pas un pays qui donne des sommes d'argent colossaux à des présidents de clubs pour faire leur politique. Parce que même maintenant, c'est pas à l'État de s'immiscer. Alors, je reviens. Sinon, on doit la saluer. Mais maintenant, ce qui manque, c'est cette volonté du terrain qui fait défaut. C'est cette volonté du terrain qui fait défaut. Parce que il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais aujourd'hui, on se met plus dans la vitrine, pour la vitrine, et on se met pas pour un travail qui doit permettre à cette vitrine de rester intact à chaque sortie internationale. Aujourd'hui, on se débat déjà sur un poste, le poste de gardien de but. S'il y avait une politique faite déjà à la base, aujourd'hui, on ne serait pas dans l'attente d'une liste qui va être donnée par Petkovic. Et c'est là qu'il y ait cette transition entre la base et le sommet qu'on n'a pas encore vu jusqu'à l'heure. Je ne parle pas de cette fédération, mais je crois qu'il y a eu des intentions, je ne sais pas. Mourad, il y a des modèles. Mais je crois jusqu'à l'heure, on n'a pas vu le jour avec la formation des jeunes. Quand à chaque fois, on la met en avant, mais on est plus dans le parler que dans le faire. Donc je crois qu'il faut aller vers le faire et laisser le parler de côté. Merci Mourad Wardi d'avoir été avec nous pour cet éclaircissement. Mais comme le dit l'A7 d'ailleurs, que je salue, qui est au passage, qui nous écoute au passage, eh bien il le dit. Par le passé, il y avait des modèles. Il cite le NET, l'ASMO, l'OMR, RC Kouban, on peut citer également d'autres clubs. Ce modèle est arrivé à former des internationaux, c'est ce qu'il m'écrit. C'est vrai, il y avait un avantage, les jeunes qui jouaient dans la rue. Il faut
revoir, enquêter, chercher comment ont-ils réussi. Mais le modèle aujourd'hui, c'est le Paradou Athletic Club. C'est une machine de formation avec des joueurs en sélection, toutes les sélections, de la A jusqu'au plus jeune, soit une vingtaine de sélectionnés. On veut regarder les autres modèles, ben, on a un modèle ici, et il a porté ses fruits. Mais le Paradou, il a centré son travail sur un centre d'entraînement ou un centre de formation. C'est l'outil de travail. Les responsables dépensent de leur poche, donc investissement, pas de gaspillage, parce que chaque sou est compté. Et puis, l'influence des supporters et surtout ce qui est en train de tuer le football. Moi, je vous le dis, ce qui tue le football actuellement chez nous, d'ailleurs, on fera une enquête là-dessus, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont en train de tuer le football. Et il faudra mener une enquête sur ce qui est en train d'être fait. Vous savez que même vous avez comment on appelle ça, des comptes venus d'Allemagne, de France, des anonymes qui sont là à intervenir sur le football national et qui sont nocifs pour le football national. Et puis un contenu d'entraînement, ça c'est très important pour former efficacement. Et ça, on l'attend. Moi, je le dis toujours, je le dis depuis le début de la saison, j'attends d'avoir en face, pour poser les questions qu'on pose aujourd'hui, le directeur technique national, qui, lui, a choisi la politique de je ne dirai rien, absolument rien, et ça ne sert à rien de ne rien dire, parce que ça permet d'apporter des éclaircissements, de faire avancer, et de voir là où le bas blesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel système aller? Avec qui? Comment? Qui entoure? Qui travaille? Quels sont les relais sur le terrain? C'est toutes ces questions-là où nous n'avons pas d'éléments de réponse. Mais ce qu'on retient, et c'est très bien pour les jeunes, pour Rimouz également, comme l'a si bien dit Mourad Wardi, cette qualification au mondial. Ça peut être un déclic, peut-être, on l'espère, je le souhaite. Mais on attendra pour voir. 11h45. On va revenir à la compétition nationale avec une accession historique, celle de Temouchent. Vous y étiez justement, Hamza Rahmouni, et vous avez assisté à cette accession face à l'US Chaouia. C'était il y a 15 jours de cela. Le 65e anniversaire de la création du CR Temouchent restera à jamais gravé dans la mémoire des amoureux de ce club. Un événement qui a coïncidé avec l'accession du club parmi l'élite pour la première fois de son histoire. Il aura fallu ainsi attendre 65 ans pour vivre ce bonheur après avoir évolué dans tous les paliers. 35 saisons en Ligue 2, 16 saisons en 3e division devenue l'interrégion, 6 saisons en Régional 1. Pour cette saison, le CR Temouchent a terminé 3e dans ce groupe centre-ouest avec 59 points, 17 victoires, 8 buts, 8 matchs nuls et 5 défaites. Une place qui lui a permis de se hisser au play-off, d'affronter le Cap de Batna en demi-finale. Et en finale, le CR Temouchent a battu l'US Chaouia 1-0, le CRT qui a réussi à prendre ainsi le dessus, un but qui a suffi au bonheur de la population locale. À chaud, Mustafa Jalit, l'entraîneur du CR Temouchent, a livré ses impressions. Je n'ai aucun commentaire à faire, nous sommes en Ligue 1, c'est tout. Je suis venu dans ce club, je sais où j'ai mis les pieds. Les gens de Temouchent, dirigeants, joueurs et supporters, tout le monde a cru en nous jusqu'à la dernière minute. Et ils étaient à nos côtés. Nous avons réalisé le plus important. Des Temouchentois qui ne sont plus de ce monde n'ont pas eu la chance de voir cette équipe en Ligue 1. Malgré tout, alhamdoulilah. Le héros de ce mercredi 20 mai est l'attaquant et capitaine Ahmed Rennem qui n'est autre que le meilleur buteur du groupe Centre-Ouest. À lui seul, Rennem a marqué 19 des 38 buts marqués par le CR Temouchent. Autrement dit, il est à 50% des buts marqués par le club. Il a été décisif au moment opportun lors des matchs les plus importants de la saison. Tout d'abord face au Cap Batna en demi-finale des playoffs, puis en finale face à l'US Chaouia. Il nous parle de ce but marqué. J'ai suivi le ballon sur l'action du but. D'ailleurs, on avait parlé avant le match et à la mi-temps sur le gardien de but et on savait qu'il n'est pas rassurant, que parfois il relâche la balle. Donc je me suis positionné devant lui et j'ai eu la chance de marquer. Cette ville mérite le bonheur et cette accession puisque le CRT n'a jamais évolué en Ligue 1. Le CR Temouchent est entraîné par Mustafa Jalit, qui a mis un terme à sa carrière de joueur en 2019 après 4 ans passés en tant que joueur à la JS Saoura. Et c'est à la JS Saoura qu'il a eu cette chance grâce à Mohamed Zagouati qui lui a fait confiance. Petit à petit, Jalit a commencé à grimper les échelons d'entraîneur assistant, puis entraîneur intérimaire jusqu'à entraîneur en chef. Mustafa Jalit a eu un passage comme entraîneur confirmé au sein de la JS Saoura avant d'atterrir du côté du CR Temouchent au mois de janvier dernier où il a été appelé à
la rescousse du club qui était loin du podium. Mustafa Djalit a réussi à redresser la barre avec 10 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites lors des 14 matchs qu'il a dirigés. Aujourd'hui, à 40 ans, Djalit a écrit une page de l'histoire du CR Témouchent. La plus importante, il ne manque pas l'occasion de remercier Mohamed Zagouati, l'ex-président de l'AJS Saoura, pour sa confiance. Quant à mon avenir, je ne sais pas encore. Tout est lié au destin. En plus, c'est un moment de joie. Je préfère célébrer ma joie maintenant. C'est les fruits du travail. J'ai arrêté ma carrière en 2019 et la JS Saoura m'a donné la chance d'exercer. C'est vraiment grâce à Mohamed Zagouati qui m'a donné cette chance. Il m'a fait confiance. Il m'a dit que pour moi, c'est le technique qui me convient beaucoup plus par rapport au poste de manager général. Mustafa Djalit a donc inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du CR Témouchent. En attendant, c'est la fête dans les rues de Ain Témouchent. Les joueurs avaient même eu droit à une réception chez le wali de la ville de Ain Témouchent en guise de récompense. Très bien, l'accession c'est bien, maintenant il faudra se maintenir. Et Zagouati, ex-président, mais toujours aussi décisif dans la prise de décision au niveau de la JS Saoura. Et ça nous permet également de saluer quelqu'un, c'est M. Guesmi, l'ex-membre du bureau fédéral, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Il a été opéré ces dernières 48 heures. Zagouati est allé lui rendre Très bien, visite. justement c'est pour ça qu'on lui souhaite un prompt rétablissement. On reste avec la Ligue 2, avec un joueur qui a été formé au CRB et qui aujourd'hui évolue en Ligue 2 à l'US Chaouia, qui a été finaliste justement pour l'accession face à Témouchent. C'est le meilleur buteur de la Ligue 2, groupe Centre-Est. Badis Moufawa, bonjour. Konaté. C'est bien ça, on va parler de Siriman Konaté. Il est de mère algérienne, de père malien. Il a été la révélation de Ligue 2 cette saison. Il est né à Albière en 2004. Cet attaquant de 22 ans a marqué les esprits en inscrivant 22 buts et délivré plus de 10 passes décisives. Ce qui est énorme. Buteur, passeur, des qualités incroyables. Il est impliqué sur 32 buts, en d'autres termes. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il a été élu meilleur joueur de Ligue 2, ainsi que meilleur buteur du groupe Centre-Est. C'est un profil rare dans le championnat algérien, et c'est un nom à suivre dans les prochaines années. Et qui de mieux pour parler de lui que son ancien entraîneur en U21 au CRB, Ishaq Ali Moussa. C'est un joueur il a la technique, il a la vitesse. C'est un buteur qui savent marquer des buts, qui savent construire le jeu. Il joue très à l'aise. Il a le sang-froid. Il a tout pour réussir. La qualité de ce joueur, elle est un petit peu rare. La vitesse et la technique, vraiment, c'est une force. C'est un joueur alors avec des grandes qualités, mais qui n'a pas réussi à s'imposer l'année dernière au CRB. Il n'a pas réussi à passer senior, un peu comme on peut le dire. C'est dû aussi à certains pépins physiques qu'il a eu en U21. Et donc c'est Toufir Kolichi, directeur technique sportif des jeunes catégories CRB, qui nous explique pourquoi le CRB n'a pas pu le retenir et aussi comment il a pu évoluer cette saison US Chaouia. Il a énormément de qualité, il a une volonté terrible, c'est un joueur, c'est un bosseur. Peut-être que vous allez poser la question pourquoi il n'a pas été retenu au niveau de l'effectif senior. Moi je dirais malheureusement pour lui, il est trop blessé durant la saison où il a évolué avec le U21. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été visible au niveau de l'équipe senior. Donc le rendement était en dents de scie. Donc n'a pas eu l'occasion de confirmer chaque fois son niveau réel, puisque c'est dû à certaines blessures. Et il a terminé aussi la saison avec une blessure avec les U21. Mais malgré ça, je dirais qu'il a fait un très bon parcours au niveau de sa catégorie. Et il s'est blessé parce que c'est un joueur qui ne fait pas de calcul quand il s'engage. C'est des blessures de contact, il est généreux dans l'effort et c'est pour ça qu'il s'est trop blessé durant la saison là où il évolue au niveau des U21. Siriman Konaté est donc attaquant du LHCE qui n'a pas réussi à accéder en Ligue 1. Siriman Konaté devrait quitter le club, forcément son nom. Il est demandé, on l'annonce du côté du Mouloudia d'Alger. Il y a plusieurs clubs qui sont sur la piste de Konaté. Maintenant, oui. On verra où est-ce qu'il va atterrir en attendant. Et je pense que tous ces clubs-là, c'est des gros cylindrés de la Ligue 1. Et c'est pour ça que peut-être la marche serait haute et ce serait peut-être pas la meilleure option pour lui, selon son ancien entraîneur, Ishaq Ali Moussa. Parce que c'est vrai que passer en Ligue 2, marquer plus de 20 buts et donner plus de 10 passes décisives, c'est quelque chose. On va écouter Ishaq Ali Moussa, justement. Avec un très bon entraîneur, il peut.
Simplement, il faut y aller tout doucement parce que, bon, c'est un jeune, peut-être la pression. S'il va rejoindre un club en National 1 qui a de la pression là, ça serait dur pour lui. Un club qui joue pour le résultat, pour la première passe, ça serait vraiment... Mais j'aurais aimé avoir un club qui n'a pas beaucoup de pression. Comme ça, il va s'adapter au rythme, à beaucoup de choses. Je suis pas très d'accord avec Ali Moussa, je suis désolé. 21 ans, le football, c'est de la pression tous les jours. Mais c'est ça qui vous booste, c'est ça qui vous amène au plus haut niveau. Et puis ça vous forge également. 21 ans, ici, il a de l'ambition, il doit aller dans un grand club pour se faire une place au soleil. C'est tout l'enjeu pour la suite de sa carrière. C'est vrai, après voilà, il y a deux philosophies. Il y a la philosophie où le jeune est un peu protégé. À 21 ans, bon, c'est à vrai. 17 ans, je peux comprendre, 18 ans, mais à 21 ans, vous êtes déjà... En principe, vous recherchez, vous avez l'ambition d'aller chercher très haut. Mais de toute façon, selon les rumeurs qui... Sur les informations qui filtrent, on va pas dire les rumeurs, Voilà, les informations qui filtrent. Il devrait rejoindre un grand club. Très bien, il y a le Mouloudia, ce que j'ai appris, le Mouloudia d'Alger est sur la piste, mais on verra dans les tout prochains jours. Merci Badis Poufaroua. Maintenant, on va s'intéresser, on va revenir à la Ligue 1, celui qui a été élu meilleur entraîneur de la Ligue 1 sur la saison 2025-2026. C'est Mounir Zardoud qui a fait un super parcours avec Ben Aïkenoun. C'est un sujet signé Sofiane Mohamed Belkbir. Dans un championnat marqué par l'instabilité sur les bancs de touche, un homme a su faire l'exception et n'a pas bougé. Lui, c'est Mounir Zardoud, arrivé à l'US Ben Aïkenoun avec une mission bien précise, maintenir le club parmi l'élite et construire une équipe capable de rivaliser durablement en Ligue 1. Mission accomplie. Et avec la manière, on écoute Mounir Zardoud. C'était pas facile, c'était très difficile, mais on va dire, alhamdoulilah, objectif atteint, avec succès, on va dire. Pour moi, personnellement, c'est une expérience quand même qui va m'aider, moi personnellement surtout, pour l'avenir, Inch'Allah. Parce qu'on gagne de l'expérience à chaque fois qu'on travaille, chaque match, chaque seconde, chaque entraînement, on gagne de l'expérience. Voilà, on essaie de progresser dans l'avenir, Inch'Allah. Passé notamment par l'US Biskra et Olympique Arbou, Zardoud s'est forgé une réputation d'entraîneur sérieux, discipliné et capable de bâtir des groupes compétitifs. À l'US Ben Aïkenoun, il a surtout instauré une stabilité devenue rare dans le football algérien. Pour Mounir Zardoud, c'est une saison référence. C'est une bonne saison, une saison référence pour nous tous, pour les responsables, pour nous en tant que staff, pour les joueurs. Voilà, ça va nous aider, Inch'Allah, pour l'avenir, essayer de s'améliorer à chaque fois. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut toujours continuer à travailler, être ambitieux, être meilleur, Inch'Allah. Même les joueurs hésitaient à la hauteur, se sont appliqués, que ce soit aux entraînements ou dans les matchs. On a construit un groupe qui nous a aidés beaucoup. Nous, on parle en tant que staff, nous ont beaucoup aidés, ils nous ont facilité la tâche. Et voilà le résultat. Je pense que c'est tout le monde qui mérite être félicité. Et Inch'Allah, l'avenir sera meilleur, Inch'Allah. Alors que plusieurs clubs ont changé d'entraîneur à répétition sans réussir à redresser la barre, les dirigeants de l'US Ben Aïkenoun ont fait le choix de la continuité, un pari gagnant de retour en Ligue 1 cette saison après une courte expérience lors de l'exercice 2023-2024. Le club a rapidement trouvé son équilibre sur la houlette de Zardoud. Résultat, un maintien assuré avec brio, une identité de jeu affirmée et surtout un groupe qui n'a jamais cessé d'y croire. Mounir Zardoud est d'ailleurs le seul entraîneur rescapé cette saison à être resté en poste du début jusqu'à la fin, une preuve de confiance, mais aussi de compétence. On écoute encore une fois Mounir Zardoud. Coach Ben Mektoub, moi je le dis, je le redis, ici je manque de rien, alhamdoulilah, tous les moyens à notre disposition. On a fait une saison, alhamdoulilah, une bonne saison. Et voilà, Inch'Allah, Coach Ben Mektoub. Et pour couronner cette saison remarquable, il a été élu meilleur entraîneur de l'année, une récompense méritée pour celui qui a su transformer la stabilité en force et faire de l'US Ben Aïkenoun l'une des belles surprises du championnat. Mais également, il faut souligner le choix de Ben Aïkenoun qui avait accédé la première fois, qui est redescendu, mais ils ont dit on va pas faire les mêmes erreurs que par le passé. L'entraîneur qui nous a fait accéder, eh bien merci, c'est très bien, mais pour la Ligue 1, bien avant le début de la saison 2025-2026, ils avaient fait appel à Mounir Zardoud avec une ambition, maintenir le club en Ligue 1, objectif largement atteint. Donc c'est une très belle association entre Ben Aïkenoun et Mounir Zardoud. L'événement demain, 17h,
vous serez tous devant vos téléviseurs pour assister à cette finale entre le vainqueur, le Paris Saint-Germain, et Arsenal. Et oui, demain, c'est la dernière fois que nous entendrons l'hymne de la Ligue des Champions, hein, cette hymne qui fait tant frissonner les spectateurs, les fans de football ainsi que les joueurs. Demain, à 17h, à Budapest, ce sera la finale entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Une grande finale entre le champion de France et tenant du titre, le PSG, et Arsenal, champion d'Angleterre. Ce sera d'ailleurs la première fois depuis 2020 que deux champions s'affrontent en finale. C'est une finale entre deux équipes qui, l'année dernière, le PSG cherchait cette Ligue des Champions dans une quête frénétique, obsessionnelle de la remporter, et Arsenal qui l'a jamais remporté. Finaliste contre Barcelone en 2006, ils avaient été battus 2-1. Et Pires avait été remplacé puisque le gardien s'était fait expulser. Et d'ailleurs, on va l'écouter sur cette finale. Il place le Paris Saint-Germain en favori, mais il croit quand même aux chances de son club. First of all, I'm very happy to see Arsenal to reach again the final. Je suis très heureux de voir Arsenal atteindre à nouveau la finale. La dernière fois, c'était il y a 20 ans. Malheureusement, on avait perdu contre Barcelone. C'est une belle opportunité pour les joueurs, pour Mikel Arteta et pour les supporters. Ça sera difficile, voire très difficile. Le PSG est peut-être la meilleure équipe d'Europe, mais une finale reste une finale. Tout est possible. C'est pourquoi Arsenal peut, je l'espère, remporter le titre. Arsenal, they can, and I hope they can win the title. C'était Robert Pires au micro de beIN Sport Angleterre, donc c'est pour ça qu'il s'est exprimé en anglais plutôt. Il s'était déjà affronté, le Paris Saint-Germain et Arsenal en demi-finale l'année dernière, où le PSG s'était qualifié en gagnant 1-0 à l'extérieur, donc à Londres, et en gagnant 2-1 à domicile. Des victoires qui ont sûrement laissé des traces dans le subconscient des Gunners, c'est ce qui place aussi le Paris Saint-Germain en tant que favori. Il y avait aussi la finale de l'année dernière remportée 5-0 face à l'Inter de Milan qui forcément a laissé des traces. Le PSG a aussi battu le Bayern Munich qui était un des favoris cette saison. Et on a interrogé Salah Hassad, ancien international algérien et ancien joueur du PSG, sur ce qu'il pensait de cette finale, de son ancien club face à Arsenal. Il place lui aussi le Paris Saint-Germain devant. Pour moi, ils sont favoris. C'est l'équipe qui est en train de pratiquer le meilleur football. Ils marquent énormément de buts aussi. Les jeunes, ils sont en pleine confiance. Donc Paris, en principe, ils sont favoris pour cette finale. J'ai eu un passage, même si c'est court, mais tu as quand même des amis, des copains avec qui on a joué au Paris Saint-Germain. On est tous derrière. Mon souhait, c'est que Paris la remporte aussi pour la deuxième fois. Et bien voilà, donc ça sera la deuxième pour le Paris Saint-Germain. Ça va être très difficile. C'est une opposition de style, Paris Saint-Germain, Arsenal. Coup d'envoi ? Coup d'envoi à 17h demain. Merci, la finale se joue à Bucarest. Merci Badis Moufarwa, merci à tous ceux qui ont participé à Budapest. À Budapest. Pourquoi j'ai dit Bucarest ? Budapest, bien évidemment. Phonétiquement, c'est très proche. Oui, voilà, phonétiquement, c'est très proche, mais également, c'est deux villes qui ne se ressemblent pas du tout. Merci encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit, à vous souhaiter une nouvelle fois Aïd Moubarak. Il est 12h passé 30 secondes sur Aléchan 3.